Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir, la deuxième de la semaine. Une école au service de l'État et du citoyen. Tous les élèves sortis de la prestigieuse école qui forment l'essentiel de l'élite politico-administrative du Cameroun connaissent cette devise. C'est celle de l'École nationale d'administration et de magistrature, ENAM en abrégé. Mieux que ces derniers, les principaux dirigeants devraient s'en être appropriés, au rang desquels Linus Toussaint Mendiana, qui aura passé 6 ans, 9 mois et 1 jour à la tête de la prestigieuse école située au lac à Yaoundé. L'absence de ce haut commis de l'État à la cérémonie d'installation de son successeur au poste, Bertrand-Pierre Sumbu-Angoula, reste une énorme curiosité. Lorsqu'on se souvient que le 13 mars 2012, Linus Toussaint Mendiana avait célébré le passage de témoin avec Benoît Ndong-Soumet, son prédécesseur, à la tête de l'ENAM. Installation de nouveaux responsables, la chaise vide de Mendiana. Madame, Messieurs, c'est le fait du jour. Installation de nouveaux responsables, la chaise vide de Linus Toussaint Mendiana, c'est le fait du jour, madame, monsieur. Pour en parler, je suis bien entouré ce soir et je commence par une dame, une chaleureuse dame, l'honorable Marlise Doualabel. Honorable, bienvenue, une fois de plus. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Voilà, vous êtes là sur ce plateau, vous êtes élu RDPC, c'est bien cela? C'est bien cela. Voilà, député Voury-Centre. Voury-Centre. Bienvenue sur le plateau. Sur ce plateau également, Albert Anatole, ici, bonsoir. Bonsoir, M. Jalin, bonsoir à vous, nombreux téléspectateurs. Voilà, vous êtes journaliste, c'est bien ça? Tout à fait. Voilà. Thierry Lepre, bonsoir. Bonsoir, c'est Jalin autour, bonsoir également aux téléspectateurs de cette belle émission que je retrouve toujours avec beaucoup d'intérêt. Voilà, Reflet d'Afrique, ça se porte bien? Oui, Reflet d'Afrique, ça se porte bien, mais également confidentiel et toutes les autres structures que j'ai le bonheur. Il y a beaucoup d'actualité, il y a de l'actualité. Bien sûr. Nous sommes je dirais pratiquement au fil du rasoir tous les matins pour discourir, commenter et pourquoi pas pour davantage éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. C'est avec beaucoup d'entrain que nous le faisons au quotidien. Voilà, sur ce plateau également, un doyen politique. Anissé Kane, bonsoir. Le doyen, sur le plateau, parce que je sais que entre l'honorable Marlise Doualabel et vous, il n'y a pas photo, comme on dit. Dans la politique, je parle de la politique, et voilà. Merci, bonsoir aux téléspectateurs de m'avoir invité pour cette émission. Voilà, vous êtes le président du Maniden, c'est bien cela? C'est bien ça. Dites-moi, Anissé Kane, est-ce que Linus Toussaint Mendiana a commis hier un impair en boycottant cette cérémonie? Je ne sais pas. Un impair, c'est... Oui, peut-être, parce qu'il n'est pas venu, mais ce n'est pas la première fois que ce genre de situation arrive dans le régime du renouveau. Parce que les frustrations sont énormes. Ah, vous parlez de frustration? Ben, vous imaginez quand même pas qu'il n'est pas frustré. De quoi? Généralement, il est sorti vainqueur des combats entre guillemets avec sa tutelle, les ministres. Oui, mais alors, la fonction publique. Généralement, les administrateurs ou les élites du RDPC ne se rendent pas compte que le poste ne leur appartient pas. Généralement, ils ont l'impression qu'ils sont collés comme un héritage est collé aux héritiers. Donc, généralement, il y a des frustrations. Ils ne s'attendent généralement pas à ce que le prince leur enlève le petit bijou ou le petit jouet qu'il leur donne. Donc, il y a des frustrations. C'est pour ça que moi, sincèrement, je trouve que c'est un épiphénomène, le fait qu'ils ne soient pas venus. C'est arrivé à plusieurs reprises. Et bon, ça me gêne généralement ce genre de débat, parce que ce genre de débats ont tendance à nous détourner des problèmes fondamentaux du pays. Bon, peut-être qu'on en parle tout à l'heure, par exemple la crise anglophone, nous concentrer sur les péripéties d'un régime. Monsieur Kane, vous m'avez dit quand on préparait cette émission, vous avez même un problème d'abord avec l'âge du directeur. J'ai pas de problème. Oui. La nomination de... Non, ce que je dis, c'est que je suis surpris
que ça mobilise autant de temps aux gens, qu'on nomme quelqu'un de 32 ans. Vous savez, quand on dirige l'ENAM, on ne donne pas des cours nécessairement aux membres de l'ENAM. Le ministre de la Santé, il dirige toute la santé dans le pays, il n'est pas médecin. Et dans l'ENAM, il y a toute une administration, d'autres directeurs qui doivent aider, je dirais, un directeur général à assumer ses fonctions. On en a mis des gens plus âgés. Est-ce que le résultat était probant? Je préfère encore qu'on mette un jeune. On a tout le temps, s'il n'a pas les compétences ni les aptitudes à diriger cette école, à l'enlever. Et plutôt que de faire un débat sur les jeunes, etc. Bon, les jeunes. Vous savez, quand on a 32 ans, on n'est pas jeune, hein. Vraiment, on n'est pas jeune. On n'est papa. Ah oui. Honorable Malich Doualabel, il se dit de plus en plus que ce serait la haute humiliation qui se fasse remplacer par celui qui a été, il y a quelques années seulement, son élève. Est-ce que ça tient debout, cette raison-là? Je pense que cette raison... Parce qu'il est sorti en 2016. Oui, cette raison ne tient pas debout. Oui. Je suis simplement surprise parce que ces cérémonies ont plusieurs objectifs, enfin, recouvrent plusieurs intérêts. Oui. Le premier, c'est la communication. C'est un moment important de communication pour l'entrant comme pour le sortant. Notamment pour le sortant, dans la mesure où il a l'occasion de montrer de la grandeur et sa capacité à passer le témoin en étant prêt à accompagner. Deuxièmement, c'est un moment symbolique de passage de pouvoir. Oui. Donc c'est pas une cérémonie banale. Oui. Ensuite, c'est le moment de faire le point sur l'état des lieux, oui. Même si, quand ça se passe bien, il y a d'ailleurs une réunion qui permet aux deux dirigeants... protocolaire, il y a une cérémonie. Donc, c'est important parce qu'il faut mettre le doigt sur les sujets urgents et les sujets importants. Les préoccupations. Une espèce de continuité. Voilà. Il faut vraiment que ce soit de la continuité pour qu'il n'y ait pas rupture. Oui. Et puis, il faut aussi le dire, c'est un moment de convivialité. Oui. C'est un moment de convivialité où le sortant, qui ne doit pas se considérer comme perdant parce que sa vie ne s'arrête pas parce qu'il a cessé d'être directeur général de l'ENAM, un moment où il accueille le nouveau. Il accueille le nouveau, donc il doit être dans une posture de chaleureuse, quoi. Ça, c'est la psychologue qui parle là. Disons que c'est comme ça que moi je comprends cette cérémonie, au-delà des youyou, la famille, le bouquet de fleurs, voilà l'essentiel de cette cérémonie. Maintenant, quand on constate l'absence d'un dirigeant à ce type d'événement, je pense qu'il est difficile d'imaginer la raison pour laquelle il n'a pas été là. A-t-il eu peur de subir, parce que j'ai assisté à une installation ici à Douala où le PCA a transformé la cérémonie en pugilat, où il a malmené le sortant de manière inacceptable. Vous parlez de Camerco? Non, c'était le port. C'était le port. Le port, oui. Parce qu'on va parler de Camerco. C'était vraiment douloureux. Et même s'il y avait des choses à reprocher à ce dirigeant sortant, je pense que quand on est des gens d'une certaine dimension, on présente les choses autrement. Donc peut-être qu'il a eu peur que ça se passe comme ça, ou alors il n'est pas content, il n'est pas heureux, ou alors il était malade et il a oublié de l'annoncer. En fait, je n'ose pas m'avancer sur les raisons pour lesquelles il a été absent. Ok. Albert Natola ici, notre reporter à Yaoundé nous a fait comprendre que les sources bien introduites, on a empêché le directeur sortant d'avoir accès à son bureau. Disait-il, il venait préparer la cérémonie de l'après-midi. En tout cas, il y a plusieurs versions. Hein. Oui. Il était à l'ENAM le matin. Il y a plusieurs versions. La première version nous indique qu'il a eu un malaise à quelques heures de la cérémonie. L'autre version, il était entendu à la direction de la police judiciaire. L'autre version, c'est celle que vous avez oui, qu'il est arrivé à l'ENAM, voilà, on a empêché qu'il accède à son bureau. Bah, écoutez, je pense que, quel que soit le bout par lequel on prend le problème, ça ne devrait pas faire l'objet d'une polémique. Parce qu'il s'agit de mon point de vue d'une polémique inutile.
Nous avons vu ici à Douala, un PCA en son temps, il était ministre de l'eau et de l'énergie. Oui. Humilié carrément un directeur du général de Kamwata. Vous parlez de William Solo et Atangana. Ils sont devenus des voisins dans un pénitencier quelque part dans ces républiques. Bon, moi je pense que, pour moi, comme j'ai indiqué tantôt, c'est la première fois que je suis d'accord avec le Manida pour une fois. Ah bon? Ça dit que il s'agit d'une polémique. Il s'agit d'une polémique qui nous éloigne de l'essentiel. Nous avons le problème anglophone, nous avons. Donc vous voulez pas en parler? Nous avons le scandale. Non, j'en parle. Non, vous voulez pas en parler? Non, j'en parle. Nous avons le scandale de la canne qui nous a été retiré. Oui. Bref, c'est pour revenir à l'essentiel, c'est pour dire quoi? Le fait que M. Linus Toussé Mendian n'ait pas été là hier n'a pas empêché que la cérémonie de passation de service se déroule. Ça, c'est une constance de mon point de vue. Donc, il s'agit d'une polémique inutile, de mon point de vue. Maintenant, pour revenir sur l'âge de l'arrivant du DG de l'ENAM en Macron, je pense que lorsque quelqu'un a été quand même à la Chambre des comptes de la Cour suprême, c'est pas n'importe quoi. Même si on peut quand même douter, on peut quand même penser qu'il s'agit des lobbies, qui l'ont amené, qui l'ont poussé par là. Mais il s'agit, de mon point de vue également, du fils d'un citoyen ordinaire comme vous et moi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lors de son discours d'investiture le 6 novembre dernier, le président de la République, je ne suis pas EDPC, mais je suis un historien du président. Personne ne l'a dit. Hein. Donc, il a quand même dit qu'il a écouté, n'est-ce pas, le son de Claude de la jeunesse qui aspire à être impliqué dans la gestion des affaires de l'État. Et désormais, il va prendre en compte la jeunesse dans la prise de décision dans notre pays. Je pense qu'il s'agit d'un commencement. Je pense que désormais, ce jeune-là, même s'il a 29 ans, parce que quand un certain Bello Bouba Megari, quand il arrive aux affaires, il n'avait pas 32 ans. Nous avons eu un DG de ce truc à l'époque, il n'avait pas 32 ans. Il était moins âgé que M. Angoula. Donc je pense que, comme quelqu'un l'a dit sur le plateau, avoir 32 ans, ça ne veut pas dire qu'on est jeune. Ok. Je voulais quand même qu'on revienne sur cet aspect, Thierry Yopé. Beaucoup continuent de penser qu'il y a cette humiliation. On ne peut pas effacer ça comme ça. Passer le témoin à celui qui a été son élève une année avant. Je ne vois pas où se trouve l'humiliation. Ceux qui le pensent savent pourquoi ils le disent. Moi, je continue à croire que si Albert Anatola ici l'a souligné tout à l'heure, il y a des raisons qui ont certainement poussé M. Mendiana à ne pas être à cette cérémonie, à ne pas assister à cette passation de service, même comme je pense, à mon sens, que de manière officieuse. L'information a certainement circulé, mais toujours est-il que la cérémonie a eu lieu. Oui. Il aurait fallu quand même qu'il fasse des efforts pour être là, parce qu'au-delà de cette cérémonie protocolaire, il y a quand même un travail de fond, une séance de travail qui généralement accompagne cette cérémonie protocolaire qui est extrêmement importante. C'est vrai quand même que le nouveau directeur ou le nouveau promu à cette haute fonction a quand même connaît plus ou moins la maison pour avoir été d'abord auditeur de justice à l'ENAM de 2014 à 2016, pour y avoir passé également quelques années avant d'en sortir magistrat premier grade. Donc il connaît quelque peu la maison d'une manière ou d'une autre. Ça dépend, il était de quel côté 3 ans quand même en tant que... D'abord il était auditeur de justice, c'est-à-dire il n'était pas nécessairement... étudiant comme d'aucuns l'ont présenté au début, il a accompagné cette administration. C'est le nom qu'on donne aux élèves de magistrature. Oh, mais toujours est-il que quand on entre dans le fonctionnement de l'ENAM, vous comprendrez que le directeur général n'est pas nécessairement celui qui dispense des cours. C'est un administrateur. Il est là pour gérer des hommes, il est là pour gérer un certain nombre de dossiers. En même temps, on pose la question de savoir comment il va gérer le chef de la section magistrature, qui est un magistrat hors hiérarchie. Non, je continue à croire que la gestion des hommes ne nécessite pas nécessairement un pedigree. On n'a pas nécessairement besoin d'être professeur. On n'a pas nécessairement besoin d'être, comment je dirais ça, d'être gonflé de diplôme, barré de diplôme pour gérer des hommes.
déjà, il a 32 ans. Il est père, d'ailleurs il est marié et père de 3 enfants. Donc, d'une manière ou d'une autre, il gère des hommes au quotidien. Maintenant, il s'agit d'une administration à laquelle une maison qu'il a côtoyée pendant au moins 3 ans. Je crois que je reste convaincu qu'il a mesuré au lendemain de cette nomination-là l'ampleur du travail qu'il attend. Et il a d'ailleurs dit qu'il fera avec les aînés, avec beaucoup d'humilité. Je continue à croire que sa virginité sur le plan de la gestion des hommes et également sur la connaissance des dossiers pourrait lui permettre d'être un bon gestionnaire. Je lui donnerai le bon Dieu sans confession pour l'instant, parce que on n'a pas, tout au long de son parcours, on ne nous a pas dit qu'il a été impliqué dans la gestion de quelques malversations que ce soit. Donc donnons-lui le bon Dieu sans confession et jugeons le maçon au pied du mur. D'ailleurs, lui-même l'a dit. Il a souhaité qu'on le juge au pied du mur. Donnons-lui le temps qu'il faut. Monsieur Mediana y a passé, vous l'avez souligné tout à l'heure, presque 7 ans à la tête de cette structure. Et je vous rappelle que d'aucuns ont estimé peut-être qu'il a fui la cérémonie parce qu'il avait peur de la sortie du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Mais je doute fort parce que vous avez vu les banderoles qui ont accompagné sa sortie. C'est un travail certainement qu'il a battu, qui a été encouragé, qui a été félicité. On l'a vu tout au long de cette cérémonie. Les reportages que nous avons vus, même sur les plateaux, même sur Equinox Télévision, nous ont quand même laissé croire qu'il a battu un travail formidable. La preuve avec le ministre actuel, monsieur Joseph Lé, les deux fumaient carrément le calumet de la paix, contrairement aux autres qui sont passés par là et avec qui les relations n'étaient pas aussi saine que celle-là. Mais avec le ministre Joseph Lé, les choses sont très bien passées et on l'a d'ailleurs relevé, c'est vrai, qu'on se sera attendu à plus que cela. On l'a relevé tout au long de son allocution. Donc, pour moi, c'est un épiphénomène. On l'a dit tout à l'heure, il y a des chantiers qui nous interpellent tous. On ne reviendrait certainement pas sur la crise anglophone, mais je continue à croire qu'il y a le chantier du scandale de la CAN qui, pour moi, mérite quand même d'attirer davantage l'attention des Camerounais, parce que quand on parle des milliards au moment où le portefeuille de la ménagère est de plus en plus réduit à la portion congrue, je crois que cela nécessite d'urgence de solutions, contrairement à la nomination. Pour moi, c'est tout à fait louable d'ailleurs, et le chef de l'État a écouté cette clameur, ces revendications qui venaient de la masse populaire. Il fallait d'une manière ou d'une autre rajeunir les cadres de l'administration et c'est déjà un bon début. Il faut encourager déjà cette sortie du chef de l'État et lui demander davantage d'ouvrir la base. Peut-être le problème se pose à ce niveau. On soupçonne qu'il serait proche de l'entourage présidentiel. Là encore, c'est un autre débat, mais on pouvait élargir davantage. On devrait davantage élargir la base, c'est ce que je dis. Il peut être issu de là, mais il faudrait davantage élargir la base parce que je continue à croire que au-delà de M. Soumbou, il y a des promotionnaires qui étaient nécessairement plus brillants que lui à l'école, qui pouvaient également bénéficier cet avantage discrétionnaire du chef de l'État. Donc, au-delà de lui, il y a d'autres enfants, il y a d'autres Camerounais qui peuvent également aspirer aux mêmes fonctions que lui, pas nécessairement prendre au sein des mêmes clans, au sein des mêmes castes, pour continuer à perpétuer ce que nous appelons la gérontocratie. Voilà. Anissa Kane, l'honorable parlait de cette séance, cette cérémonie de passation. On a vu le cas Frédéric Mboto Edimo, ex-DG de Camerco, qui a été littéralement humilié par son ministre de tutelle, l'ITPCA. On a vu William Solo humilié également par le PCA. Est-ce que finalement cette cérémonie, on ne devait finalement pas la craindre parce qu'elle ressemble à une exécution publique du sortant? Bon, moi je voulais d'abord dire que c'est ici au Cameroun de Paul Biya qu'on donne autant d'importance à la cérémonie de passation de service dans une entreprise publique. C'est une cérémonie en principe protocolaire qui ne devrait pas attirer la famille, tout seul, traditionnelles, des lieux, etc. Sauf si on considère que, comme c'est dans le cas, qu'on a attribué la direction à un clan politique ou tribal. C'est cela qui pose problème. Deuxièmement, Nubia a dit tout à l'heure que brillant, est-ce que c'est le plus brillant des élèves de l'ENAM qui est nécessairement le plus compétent pour diriger l'ENAM? Je ne pense pas. Je pense que diriger une structure
une entreprise et l'administration de l'ENAM ressemble à une administration d'entreprise, premièrement. Deuxièmement, il y a une option politique. Je veux dire que quand on nomme un directeur de l'ENAM, au-delà de ses compétences managériales, il y a la vision politique que celui qui nomme veut donner à l'école. Est-ce que peut-être que bien estimé que c'est le meilleur choix pour cela, même s'il y a des affinités familiales. Je voudrais dire que il faut sortir de cette fête à l'installation d'un directeur général, parce qu'elle donne tout à fait l'impression qu'on a confié un gâteau à partager à un certain nombre de membres d'un clan. Donc forcément, le clan envers ce qui est délesté de la direction a des frustrations. Et le représentant, c'est justement par exemple Mediala. Et on peut imaginer qu'il y a une frustration, le fait qu'ils ne soient pas venus. Même si on n'aurait pas liquidé comme c'était fait dans d'autres passations. Je crois qu'il n'est pas sérieux, étant de la même équipe, du même pouvoir, que les passations soient des occasions où on tape en deux griffes sur le prédécesseur. C'est la continuité de l'administration, c'est la même option. Bon, si plus tard nous prenons le pouvoir, peut-être que les passations vont se passer là différemment. Autrement, parce que bon, il faudra faire l'audit sérieux de ce qui s'est passé avant. Mais dans le même contexte, dans le régime RDPC, où c'est la continuité, etc., ça devrait être des cérémonies qu'on liquide en quelques minutes. Et puis bon, même le travail de préparation, il peut se faire la veille. Il se fait même seulement le jour de la passation de service. Mais tout ça, ce côté festif, c'est parce que, bon, vraiment, comme on a dit, nous aussi, on a une autre part de gâteau. Et ça, c'est très malsain. Ok, Anissé Kane parle de ce travail qui peut se faire la veille, mais on sait que lorsque la décision est tombée, vous n'avez plus accès à votre bureau. Au bureau. Comment on peut résoudre ça? Accès seul, peut-être. Oui, parce que notre source nous dit qu'il a voulu se rendre dans son bureau hier matin et on lui a dit non, monsieur, vous n'entrez plus. Pour préparer justement cette cérémonie l'après-midi. Alors, première chose, je ne sais pas si votre informateur est... C'est notre journaliste, journaliste. Voilà, je me méfie quand même de ces raisons-là. Je pense aussi que c'est un travail d'équipe. C'est pas le directeur général sortant qui prépare ces dossiers. Il le fait avec ses collaborateurs. Donc, ça peut être possible de le préparer avant. Mais je voulais dire, pour nous déculpabiliser tous, que nous ne sommes pas obligés de faire les choses comme les Occidentaux. Quand on a un bébé dans une famille, regardez le nombre de personnes qui se déplacent. En Occident, ça reste un micro-événement qui concerne le père, la mère et peut-être les grands-parents. Donc, le côté festif, moi, ne me gêne pas. Si par ailleurs, c'est efficace, il ne faut pas que le côté festif vienne endiguer l'efficacité de l'équipe entrante. Le côté clanique, tribal, familial. Voilà. Mais il y a aussi des amis qui viennent. Hein. Oui. Il y a les amis, il y a les voisins, il y a en fait, tout le monde se sent concerné. Voilà. Ces anciens camarades de classe. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on se culpabilise par rapport à ça. Nous aimons faire la fête. Et même quand nous pleurons nos morts, nous faisons la fête. Alors, raison de plus quand il s'agit d'une nomination. Concernant le passage de témoins. Oui. La cérémonie. La cérémonie. Moi, j'ai envie de penser que le DG sortant, s'il n'a pas eu, a peut-être eu effectivement un malaise, parce que son parcours à l'ENAM montre que c'est un monsieur qui a quand même une certaine dimension dans les relations humaines qu'il entretient avec, parce que c'était pas simple ce qui s'est passé à l'ENAM, mais il a quand même réussi à trouver le bon équilibre pour pouvoir travailler avec un ministre, disons-le au passage, qui lui-même aussi est un homme ouvert et qui a voulu... Comment? Vous parlez du ministre Lé? Le ministre Lé, oui. Donc, a priori, je comprendrais pas que la frustration l'ait empêché de venir. Je ne pense pas. Ça doit être soit une maladie, soit quelque chose de plus grave. Et quand on est malade, il y a le téléphone, on informe, non? On aurait pu l'annoncer à la cérémonie. Hein, oui, parce que le ministre Lé a même dit qu'il est toujours... Nous l'attendons toujours. S'il y a un malaise, il y a des moyens de... C'est dommage. Maintenant, concernant l'âge, parce que moi, j'ai pas eu à parler. Oui, allez-y, sur l'âge. Vous savez,
les hommes, quand ils sont évalués, il n'y a pas qu'un seul facteur qui intervient dans la qualité d'une candidature. Il y a beaucoup de facteurs qui interviennent. On peut avoir des faiblesses dans tel ou tel critère et le compenser par d'autres. C'est un peu ce que Anissé a dit. C'est pas parce qu'on est brillant et qu'on a eu 17 sur 20 que forcément on fera un bon manager. Mais je voudrais que ce jeune monsieur qui vient d'être distingué parmi ses camarades prenne sérieusement en compte que sa mission est lourde et que tous les yeux sont sur lui. Il a, j'allais dire, une mission délicate parce que c'est un lieu de pouvoir. L'ENAM est un lieu de pouvoir et il va recevoir beaucoup de sollicitations. Il va recevoir beaucoup d'influence. Moi, je lui recommande même pas d'écouter les anciens. Pour moi, il n'a pas à écouter les anciens. Les anciens restent là où ils sont. Si jamais il a un souci précis pour lequel il pense qu'un des anciens peut lui être d'un bon conseil, ok. Mais moi, je lui demanderais de s'attarder plutôt à bâtir son team, son équipe. Parce qu'un manager moderne ne réussit que grâce à une bonne équipe. Si vous êtes le seul compétent ou le seul brillant, vous n'y pouvez pas. Donc, il faut qu'il croie à son équipe, qu'il donne suffisamment de délégations, qu'il participe à la fixation des objectifs, certes, mais qu'il laisse chaque chef de département lui produire le meilleur qu'il est capable de produire. Donc, je veux qu'il soit un manager moderne pour que nous, les vieux, on comprenne que notre temps est légèrement passé et que maintenant le leadership qui est attendu est un leadership d'animation où le manager a besoin de feedback. Il n'a pas peur du feedback de ses collaborateurs. Lui-même également est prêt à donner du feedback pour ne pas faire des petits plans où on calcule quelqu'un pour qu'il tombe dans un trou. Ça sert à rien puisque c'est toute l'équipe finalement qui va plonger. Donc moi je lui fais confiance. Je fais confiance au choix du chef de l'État qui a voulu rajeunir et qui a créé le buzz. Puisque aujourd'hui, depuis bientôt une dizaine de jours, une huitaine de jours, on ne parle que de ça. Donc, vraiment bon vent, allez-y, ne craignez rien. Moi, je pense que c'est pas sorcier. Vous serez un DG. Vous ne serez pas un directeur académique. Vous n'êtes pas là pour élaborer des programmes. Vous êtes là pour valider... directeur des études. Voilà, pour valider la cohérence entre ce que votre tutelle attend, c'est-à-dire le Cameroun attend de cette école, que les cuvées soient de bonne qualité, que les recrutements soient irréprochables. Okay. Et pour cela, moi, je pense qu'il a tout à fait la capacité de le faire. J'ai vu les jeunes de l'ENAM, parce que dernièrement, nous avons organisé une cérémonie à l'hémicycle. Oui. C'était à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la corruption. Et nous avons pensé que, entre nous, parlementaires seulement, c'était pas suffisant. C'était important que les jeunes, et nous avons ciblé parce qu'on ne pouvait pas tout faire. On a pris Yaoundé 1, Yaoundé 2, le CUS, l'ENAM, l'IRIC. Non, on n'avait pas convié l'école normale. Mais quand j'ai vu ces jeunes gens, j'ai entendu dire beaucoup de choses sur le mode de recrutement et tout, mais j'ai l'impression que le moule fonctionne quand même. Parce que quand vous les voyez, vous sentez qu'ils sont en train de recevoir une éducation qui va leur permettre de porter les missions qui seront les leurs plus tard. Ça, c'était sous l'ère Benjana encore. Oui, c'était ça. Ok, Albert Anatola, ici, le geste de Menjana hier, quel impact il peut avoir sur les élèves de l'ENAM qui seront des administrateurs demain? Non, écoutez, ils peuvent se passer de ces cérémonies-là. Je voudrais, permettez-moi d'abord de faire une légère digression en vous faisant remarquer que le directeur général de l'ENAM, c'est un poste politique, mais qui a une responsabilité administrative. Est-ce qu'il sera à la hauteur des responsabilités administratives, surtout qu'il s'agit d'une institution qui subit beaucoup de pression? Ça, c'est le mot qu'il faut utiliser. Parce que tout à l'heure, on a parlé d'influence. Je ne suis pas de pression. Vous avez d'un côté le Premier ministre, la Présidente de la République, le Sénat, l'Assemblée nationale. Chacun va vouloir mettre sa personne là-dedans.
est-ce qu'il va être à la hauteur de pouvoir être au-dessus de cette pression? La question de maintenant, pour revenir à votre question. Les anciens ont cédé. Maintenant, pour revenir à votre question, il faut quand même préciser qu'au moment où il parle de l'ENAM, monsieur le directeur général, ex-directeur général de l'ENAM, a été élu vice-président n'est-ce pas, des écoles normales d'administration. Donc, ça veut dire que c'est sur la base de ses compétences, certainement de ses actifs au niveau de cette institution qu'il a pu avoir, n'est-ce pas, ce laurier. Maintenant, est-ce que ça va avoir un impact négatif? Je pense que, écoutez, nos œuvres sont derrière nous. Maintenant, il appartient à la postérité de pouvoir faire l'interprétation qu'elle veut, de pouvoir faire la lecture qu'elle veut. Mais je pense que, de mon point de vue, j'ai observé l'actualité au niveau de l'ENAM. Je crois que la seule sortie de piste que M. Linus Toussaint N'Diana a pu avoir, c'est qu'on se retrouve sur une liste, un décédé. Un décédé sur une liste qui se retrouve sur la liste des amis de l'ENAM. Deuxième, peut-être aussi, l'autre sortie de piste ex-aequo, c'est qu'on se retrouve avec des gens qui ont des notes qui sont médiocres, mais qui se retrouvent quand même amis. Donc je pense que ça revient à ce que j'indique, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une institution qui est phare au niveau de la formation de notre élite administrative. Je pense que je ne doute pas un seul instant qu'il a fait ce qu'il pouvait faire en dépit des influences. C'est-à-dire que, vous savez, lorsque vous avez une responsabilité, vous êtes comptable de vos actes, de vos prises de décision. Les gens qui vous poussent à la faute, vous ne pourrez pas, pour des raisons parfois politiques ou d'éthique, les mettre en relief. Tout à l'heure, vous avez seulement évoqué le cas de ces relations, de ces rapports avec M. Joseph Lé, mais vous avez oublié d'évoquer ces rapports un peu distendus avec M. Ange Michel Angwen, l'ancien. Voilà, je pense que tout part de là. Mais je pense également que tout à l'heure, nous évoquions qu'il a fait quand même un peu près de 7 ans. Je crois que 7 ans, il a donné ce qu'il pouvait donner. D'autres ont fait moins. Et je crois qu'il est sorti par la grande porte. D'ailleurs, il y a une banderole. D'ailleurs, il y a une banderole qu'il indiquait hier. Des banderoles. En tout cas, les messages des banderoles qu'il indiquait hier. Est-ce que le geste d'hier ne vient pas diluer? Parce que c'est tout ce qu'on retient de N'Diana. Tout à l'heure, je pense la une des journaux. Actuellement, sur ce plateau, nous sommes en train, disons, d'extrapoler, parce que nous ne connaissons véritablement pas quelles sont les raisons qui l'ont empêché d'être présent. Non, c'est du vous ne pouvez pas le dire. C'est du vaudou. Vous ne pouvez pas le dire. Thierry Nyopé, je reste sur l'impact de l'absence de Toussaint N'Diana hier sur les élèves. Vous qui formez les hauts cadres de l'administration. Vous êtes appelé à être nommé et à être remplacé un jour. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact? J'étais en train de souligner tout à l'heure que nous faisons, je crois, du vaudou. Hein, parce qu'en réalité, le président Nissé Kanel a souligné tout à l'heure, peut-être ce qu'on aurait pu faire pour sauver la face de M. N'Diana aurait été d'annoncer son indisponibilité au micro. Ça n'a pas été fait. Peut-être avec tous les moyens qu'on a aujourd'hui. Parce que jusqu'à présent, on a tout dit sur le cas N'Diana, mais on n'a pas même dit beaucoup de choses avant l'installation. On n'a pas donné la parole aux concernés. Tout le monde sait qu'il est clair qu'on ne peut pas gérer une institution aussi importante comme l'ENAM sans pour autant avoir quelques biscuits, quelques pots de banane, quelques dossiers dans les tiroirs qui pourraient avoir un impact plus ou moins négatif sur la suite des événements. Maintenant, on l'accuse. D'aucuns ont même estimé qu'il avait des dossiers en instance au niveau du TCS. Est-ce le cas? On ne sait pas toujours. Mais toujours est-il qu'on a tout dit sur ce dernier. On n'a pas donné la parole aux concernés, même pour qu'ils disent exactement à la population ce qui s'est exactement passé. Il est clair que cela pourrait avoir un impact. Mais je vous rappelle que cela émane du pouvoir discrétionnaire du seul chef de l'État. Donc, peut-être que ceux qui sont chargés de nommer
ceux qui sont chargés de choisir les hommes savent exactement ce qui s'est passé. Nous, on est en train de spéculer, on est en train de discourir sur un sujet, on ne maîtrise pas nécessairement tous les maillons de la chaîne. Mais toujours est-il que si cela n'a pas été fait, il est clair que ça aura un impact d'une manière ou d'une autre, parce que, quoi qu'on dise, quand on sort de l'administration, quand on sort du pouvoir gouvernant, on se met à la réserve de la nation. Il pouvait quitter de là. Pourquoi pas être nommé? Je vous rappelle que le remaniement ministériel n'est pas encore tombé, on attend. Peut-être qu'il a été enlevé de là pour d'autres fonctions, on ne sait pas. C'est le président Biya qui a le pouvoir discrétionnaire, c'est lui qui choisit qui peut être nommé et qui ne peut pas mettre. Toujours est-il que je dis, si son acte n'a pas été signifié plus tôt, cela aurait nécessairement un impact pour la suite, parce que on va estimer qu'il a quelque peu méprisé le décret présidentiel, parce que c'est de ça qu'il choisit. C'est le président de la République qui choisit, qui l'article 8 de la Constitution. C'est lui qui choisit effectivement qui peut faire avec lui et pour quel but. On a dit tout à l'heure, des nominations ont d'autres facteurs que des facteurs administratifs. Il y a également le volet politique. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, je ne pense pas ce n'est pas nécessairement le plus brillant pour revenir à la sortie du président Anissé Ekane, qui est appelé à gérer les hommes, mais c'est le plus compétent. La compétence émane de plusieurs sources. Est-ce que c'est un bon manager parce qu'il sait s'entourer de ses collaborateurs? Parce que je vous rappelle qu'il a quand même il a quand même géré d'autres fonctions avant d'être porté à la tête de l'ENAM. On a vu, il a fait quand même le tour de quelques cabinets. Il est même allé du côté de Bamenda, je crois, pendant 2 ans. Donc, on l'a vu travailler nécessairement. Et ceux qui l'ont proposé savent pourquoi ils l'ont proposé. Et celui qui l'a nommé sait pourquoi il l'a nommé. Donc, espérons simplement qu'il fera de cette haute fonction quelque chose d'extrêmement important. Et que l'ENAM lui-même l'a dit tout à l'heure, que les jeunes se mettent au travail, que les jeunes croient effectivement à leur travail, à leur potentiel. Et on espère qu'à partir de là, à partir de cette sortie, avec cette virginité, je l'ai souligné tout à l'heure, peut-être qu'il ferait bouger les lignes au niveau de cette école qui forme quand même les administrateurs et les magistrats de notre pays. Mais je pense que le chef de l'État pour d'autres nominations, parce que je ne sais pas s'il va toujours continuer avec la nomination au niveau des autres sociétés publiques et pas, parce que je vous rappelle qu'il y a des gens qui ont déjà fait plus de 2 décennies à la tête de certaines entreprises. Je ne parlerai pas de M. Moudiki, j'ai rien contre lui, je ne parlerai pas, ils sont nombreux comme ça. Donc, en réalité, on se serait attendu à avoir du sang neuf également de ce côté. Rien n'a bougé. Est-ce qu'il va continuer les nominations au niveau des sociétés publiques? Si c'est le cas, vivement qu'ils choisissent davantage, qu'ils élargissent davantage, qu'ils n'aillent pas piquer dans les gens qui ont toujours conçu. Parce que quand vous prenez le cas de celle qui a été nommée à la direction générale de Camtel, c'est l'épouse de quelqu'un. Quand on regarde celle qui a été nommée à la tête de la SCDP, c'est également l'épouse de quelqu'un qui a géré de hautes fonctions dans cette République. Vivement qu'on a un peu au-delà, parce que quand le président Aïdjo était nommé, n'était le fils de personne. Quand le président Aïdjo avait été choisi par les colons, il n'était le fils de personne. Tout le monde connaît d'ailleurs sa paternité. Quand les autres qui ont... était le fils de Joula. Là c'est encore tout un autre débat. Le président Anissé Ekane. Quand on regarde tous les autres qui ont été portés à ces hautes fonctions, je crois que la base a quand même été élargie. Vivement que le président, que le chef de l'État le fasse également pour d'autres nominations qui arrivent, parce qu'on attend d'autres postes. La jeunesse attend d'autres postes. Je crois qu'elle a plus que jamais l'occasion de nous montrer qu'elle est capable et en même temps de gérer les choses. Voilà, Anissé Ekane, vous comprenez que depuis quelques jours, le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État soit mis en débat depuis vendredi. Il nomme qui il veut, non? Bien sûr, mais je dis, c'est d'autant plus surprenant que tout le monde sait que c'est comme ça que ça se passe. La plupart des ministres qui sont nommés après enlevé du gouvernement, malgré le caractère discrétionnaire de ces nominations, sont souvent frustrés. C'est ce qui est surprenant. Ça vient du fait qu'en fait, ce n'est pas des nominations politiques. Parce qu'un ministre politique sait quand il doit ou il pourrait sortir du gouvernement. Celui dont le sort ne dépend que de la bonne volonté, du caractère discrétionnaire de Paul Biya, il est toujours surpris généralement par ce qui lui arrive. Donc moi, ce qui arrive là, mais Inch'Allah,
je dis c'est commun au niveau des nominations. Vous allez voir ce qui va se passer quand Biya va faire son gouvernement, les pleurs, les grincements de dents. Même pour les gens qui sont restés là 5-6 ans, on a l'impression que dès qu'on les nomme, on leur a donné une plantation et comme un héritage, ils oublient que, comme Biya disait, le coup de tête peut arriver à n'importe quel moment. Ce que je voudrais dire, l'affaire de la jeunesse, là, ce qui est surprenant, c'est ceux qui, pendant la campagne, avaient fait du jeunisme un programme politique, qui sont maintenant surpris que Biya se mette à nommer des jeunes parce qu'il y a une montée du jeunisme pendant la campagne électorale. Il suffisait d'être jeune pour avoir toutes les compétences, toutes les qualités pour être président de la République. Donc, je ne sais pas, j'ai l'impression que bon, la presse manque peut-être de sujets. Il faut qu'ils aient fait des reportages dans les différents coins du pays, comment les gens finissent la fin de l'année, comment ceux qu'on a libérés reviennent dans leur famille, qu'est-ce qui se passe, quel est l'avenir. Il y a plein de sujets, vous voyez, sur la vie quotidienne des Camerounais, que les péripéties du renouveau décadent. Albert Natola, ici, sur le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. 32 ans, il nomme qui il veut, on est tous d'accord. Et pourquoi ça fait débat aujourd'hui? Écoutez, ça fait débat... Est-ce que c'est seulement l'âge qui fait débat pour le directeur de l'INA? Non, ça fait débat parce que nous sommes des petits Gaulois, nous aimons faire de la polémique. Tout à l'heure, je parle de polémique. Et vous savez que, et comme je l'indiquais, bien évidemment, en termes de cette émission, c'est une polémique inutile. Le problème n'est pas de nommer des jeunes au poste de responsabilité. Faut-il encore qu'ils aient la latitude de poser les actions? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous avez des ministres jeunes qui sont entrés au gouvernement, au dernier gouvernement, mais dont les actions en vue de la mise en œuvre du cahier, c'est-à-dire j'allais dire, soit du cahier de charges, soit, n'est-ce pas, des directives de la haute hiérarchie sont mises à mal parce que, à un moment donné, lorsqu'ils prennent des initiatives, ça finit dans le broyeur à papier. Donc je pense, j'ose croire que avec l'arrivée de celui qui fait débat ce soir, notamment M. Angoula, au niveau de l'institution qui est l'ENAM, ça ne fera pas non, il ne fait pas débat, c'est l'absence de Medjana qui fait débat. Il s'agit des deux. Vous ne pouvez pas parler de M. Medjana sans parler d'Angoula. On parle de l'absence de Medjana. Il s'agit des deux. Donc, je veux dire quoi? Je veux dire que le tout n'est pas de nommer des jeunes à des postes de responsabilité. Il faut qu'ils aient une marge de manœuvre assez efficiente et assez, justement, j'allais dire, une marge de manœuvre qui est réaliste. Voilà. Une marge de manœuvre réaliste. Parce qu'il ne faut pas que ce soit des nominations. On n'a pas changé de régime. Hein. On est toujours dans le régime. Oui, je veux dire, donc, maintenant, il peut arriver que. Je crois que nous connaissons aussi, le régime peut, comme depuis quelques jours, peut, n'est-ce pas, se manifester à travers l'autoflagellation, notamment pour ce qui est de l'affaire de la canne, du rupture de la canne. Donc, si ce régime décide de faire une rupture par rapport à certains paradigmes, je crois que c'est une très bonne chose parce qu'il faut quand même aussi préparer, de mon point de vue, cette atténuance. Ok. Allez, l'honorable Djolabel, est-ce que l'acte posé par Toussaint Medjana le disqualifie d'une éventuelle nomination dans les jours à venir? Avant de te répondre directement, je commencerai par dire qu'il ne faut pas qu'on soit naïf. Oui. Les politiques, une fois au pouvoir, nomment ceux qui les ont accompagnés. Oui. Si Anissé Ekane est président, il y aura très peu de chances pour que moi je sois dans son gouvernement. Pourquoi? Bon, ok, d'accord, tu me prendras. Tu es une nation du Manidem. Oui, d'accord, oui, peut-être par ancienne amitié. Vous venez de dire quelque chose. Il y a deux de vos camarades qui, ça fait le tour de... Là, ils se plaignent de ce que votre champion est nommé d'autres personnes. Ils pleurent, ils sont en larmes. Mais ils pleurent avant la mort. Parce que, en fait, c'est pas fini. Mais pourquoi ils pleurent donc? Pourquoi ils pleurent déjà? Et qu'il en soit, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de Thierry Nyopé, honorable Marlis Djolabel, Albert Natol Haïssi et Anissé Ekane. Je commence avec vous,
Monsieur Kane, les fêtes c'est bientôt. On a vu des parents. On va dire c'est la chanson, hein. Normal, les parents n'ont pas d'argent. D'autant plus que ce reportage a été fait à 100 minima. Oui. Ce n'est peut-être pas un hasard. Non, je pense que c'est... On n'a pas le sentiment, quand on en parle, que ça émeut ceux qui dirigent ce pays. Mais vous imaginez, lorsqu'on vit aujourd'hui le scandale de la CAN, oui, avec des milliers de milliards, je dis milliers de milliards, dilapidés, détournés, qui se sont envolés, et qu'on n'arrive pas à trouver 5 000 francs pour faire bouillir la marmite à la fin de l'année, ça pose un problème. Je crois que il faut se concentrer sur cette fracture, ce fossé qui continue à grandir entre ceux qui ont beaucoup, qui ont à jeter par la fenêtre, qui offrent à leurs enfants des Noëls ou des fins d'année princiers à l'étranger, aller passer quelques jours sur les pistes d'hiver en Europe, et les pauvres enfants de Kololung, de briqueterie, qui ont à peine de quoi manger, particulièrement pendant ces fêtes-là. On en parle comme ça, mais c'est terrible. C'est terrible. Thierry Nyompé, sur cette situation, dans le Cameroun, hein, vous voulez à tout prix parler du quotidien des Camerounais. Voilà un problème sérieux. Non, en réalité, on a peut-être parlé des enfants de Sambelima, mais moi j'ai un regard pointé sur les enfants des bâtis anglophones du pays. Oui. Parce que, qu'on le veuille ou pas, la vie s'est quelque peu arrêtée de ce côté. Il y a 2 régions du Cameroun, qu'on le veuille ou pas, qui sont en guerre. On a toutes des commissions, tout ce que le chef de l'État créé jusqu'ici ne semble pas porter des fruits. Vous saviez que c'est un vivier assez important pour ce qui est de la culture vivière. Aujourd'hui, dans les marchés, l'honorable certainement vous le dira, il n'y a pratiquement plus de vivres dans nos marchés simplement parce que ça ne va pas de ce côté. Je me demande comment ces enfants passeront leur fête de Noël, surtout que l'année académique, l'année scolaire qui a commencé en septembre, a été quelque peu troublée par tout ce qu'on a enregistré au quotidien. Vous avez encore vu le week-end dernier, on a tué un commissaire de police de ce côté. Des actions pareilles se multiplient au quotidien. Oui. Donc, ce sont des situations assez... On a comme l'impression qu'il y a 2 Cameroun. D'aucuns parlaient à l'époque de Tanga Nord, Tanga Sud, mais il y a 2 Cameroun. Il y a un Cameroun, d'abord, anglophone, où les gens n'arrivent pas à vivre, donc les fêtes, il faut oublier de ce côté, et puis un Cameroun francophone, où il y aura plus ou moins la fête, et même dans ce Cameroun francophone, le président Nissé Kane l'a dit tout à l'heure, il y a une partie de Camerounais qui fêtera et l'autre qui ne fêtera pas du tout. Quand on regarde tous ces milliards dilapidés, on ne sait pas si l'information reste confirmée parce que le document reste à authentifier, mais quand on vous dit que pour la construction d'une passerelle qui va amener en fait d'une route entre au niveau du stade de Lembe, une route qui devrait justement conduire à la tribune présidentielle. On fait un marché de gré à gré à hauteur de près de 4 milliards de francs CFA. On a de fortes raisons de se poser des questions sur le courage que ceux qui ont la charge de gérer ce pays ont pour mener les choses telles qu'ils continuent de le faire. Parce que si ça continue ainsi, moi j'ai peur. J'ai peur pour la suite des choses parce que on pourrait, à cause de cette fracture sociale qui se dessine de plus en plus, arriver à une situation explosive. Rappelez-vous des émeutes de la fin de février 2008. Tout est parti justement des conditions de l'incapacité des uns et des autres à avoir accès aux produits de première nécessité. Donc, vivement que nous n'arrivons pas à ce niveau et que ceux qui sont en charge encore de gérer les affaires de ce pays fassent très attention parce qu'on n'est pas très loin de là. Okay. Voyez-vous, jusqu'à présent, le scandale de la CAN est là. Le chef de l'État n'a pas levé le petit doigt. Voici déjà 3 semaines. Et je crois que cela commence déjà à jaser dans les chaumières. Voilà, Albert Natola ici, les fêtes de fin d'année, avec un arrière-goût, hein, le scandale de la CAN et aussi la crise anglophone. Oui, écoutez, Serge Alain, c'est un cocktail très explosif qui se prépare. Je parle d'une bombe sociale. Tout à l'heure, le président Kane parlait d'une fracture, mais il s'agit d'une fracture sociale qui se crée de plus en plus. Vous savez, non seulement le scandale de
de détournement, de surfacturation et de vol, il faut dire le mot, des milliers de milliards et le retrait de la canne, parce que vous avez là-dedans des personnes qui sont endettées. C'est vrai, l'État a pris la responsabilité de rassurer les maîtres d'œuvre. Qu'en est-il des opérateurs économiques privés qui sont endettés auprès des banques pour investir dans pour investir dans la canne et créer des emplois? Je crois qu'il s'agit d'une note très salée que nous allons payer nous les contribuables. Et vous savez que vous avez certains contribuables qui sont exonérés de fait, de par leur statut social, de par leur fonction, ils ne paient pas des impôts. Bon, maintenant, vous avez également, et ça c'est scandaleux de mon point de vue, vous savez donc maintenant, la loi des finances 2019, qui vient encore compliquer la situation, ça dit que l'État va chercher l'argent chez les pauvres, c'est-à-dire ceux qui n'en ont pas, pour enrichir davantage ceux qui n'en ont pas. Ceux qui en ont. Ceux qui en ont, je veux dire, ceux qui en ont, qui en ont. Je pense que là, nous sommes en train de fabriquer, en tout cas l'État, en tout cas j'allais dire, les gouvernants sont en train de fabriquer une bombe sociale. C'est pas parce que les Camerounais aiment la paix qu'on dit ça ne peut pas exploser. Ils sont en train de mettre en marche les mécanismes pour une explosion sociale. C'est dit quoi? C'est dit en fin de compte que chacun va passer sa fête, mais il y en a qui vont la passer très mal. À la belle étoile, en entendant les balles siffler, d'autres dans les hôpitaux. Il s'agit également d'une autre question. Parce que lorsque j'évoque la question des hôpitaux, c'est-à-dire la santé, j'ai entendu parler d'une sorte d'assurance sur qui va pouvoir il s'agit en fait d'un plagiat que le ministre de la Santé publique a fait concernant cette fameuse assurance qui va prendre en compte certaines pathologies. Je pense que vous savez donc il y en a qui vont donc passer, qui vont être emprisonnés, qui vont être séquestrés dans les hôpitaux parce qu'ils n'ont pas pu payer la note. Je crois que tout est réuni pour que ça explose. Mais non, le fait que ce reportage ait été fait dans la région du Sud, c'est peut-être pour nous dire que même là-bas, ça ne va pas du tout. Il y a quelqu'un qui faisait le buzz sur les plateaux de télé, malheureusement de regretter mémoire, qui parle des paradoxes du pays organisateur. Et c'est véritablement un paradoxe. Parce que vous avez là-bas des gens qui vivent pratiquement en dessous du seuil de pauvreté, mais qui ont quand même pris le courage de réélire un candidat dont le bilan est désastreux. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure au début, en entame de cette émission, je suis journaliste, je présente les choses de manière froide. Je crois qu'il est important, de mon point de vue, que si le président de la République qui a bénéficié du suffrage de la majorité, c'est-à-dire des masses populaires, peut faire quelque chose pour ces masses populaires, c'est aller chercher l'argent là il faut. C'est-à-dire chez les fortunés qui ne paient non pas seulement les impôts, parce qu'ils sont, comme je l'indiquais tantôt, exonérés de fait des taxes et des impôts, du fait de leur statut, de leur fonction. Mais il faut instituer l'impôt sur la fortune. Il faut instituer les droits d'assises sur les produits que la bourgeoisie consomme le plus. On ne peut pas aller instituer les droits d'assises sur les produits que vous et moi nous consommons. Je pense que il s'agit d'une politique fiscale discriminatoire et c'est inacceptable. Je crois que les images que nous venons de regarder, de mon point de vue, sont révoltantes. Ok. Honorable Dolabel, tout le monde semble être d'accord sur ce plateau qu'il faut faire quelque chose, ça ne va pas. Donc on attend que le président fasse quelque chose avant le 31 décembre. Avant que le président ne fasse quelque chose. Pourquoi chaque fois que mon voisin veut citer un copanéliste pour des choses bien, il ne prononce jamais mon nom. Depuis que je suis là, je n'ai rien dit d'intéressant. C'est seulement président Anissé Kane, président Anissé Kane, président Anissé Kane. Bon, ça, on va régler ça. Il n'est pas humanitaire. Ok. Maintenant, je voudrais dire que, en tant que militante du RDPC, je comprends pourquoi le président peut être irrité. Pourquoi? Parce que nous avons
nous faisons de la politique, nous avons choisi de faire de la politique. Et notamment pour participer à la construction de notre pays. Et j'aime à dire que la passion qui nous anime, c'est de réussir à faire le bon Cameroun, le beau Cameroun et le grand Cameroun. Le beau Cameroun, c'est celui qui donne envie. C'est celui qui, comme les pays d'ailleurs, donne aux jeunes l'envie de résider dans un tel pays. De belles avenues, des forêts urbaines, des places publiques agréables, des beaux monuments, etc., etc. Le bon Cameroun, c'est le Cameroun qui est capable de soigner ses populations, d'éduquer ses populations, d'offrir un logement décent à ces populations, de donner de l'eau potable, l'électricité, des emplois, etc., etc. Sauf que, pour construire ces deux Camerouns-là, il faut passer par le grand Cameroun. Et le grand Cameroun, lui, il dépend de nous et de nous tous. Il dépend de nous parce que ça va prendre les valeurs hautes, les valeurs grandes, que sont la solidarité, l'équité, la justice sociale, la bonne gouvernance. C'est tout ce ciment-là qui va permettre de construire les deux premiers Camerouns. Et c'est l'essentiel de ce que moi j'ai retenu comme le guideline du RDPC. Et c'est pour ça que je milite au sein du RDPC. Maintenant, au résultat, on se rend compte qu'on n'y est pas et que les efforts doivent être redoublés. Parmi ceux qui ont eu la charge de conduire notre pays, certains se sont égarés ou alors ont été victimes de la mauvaise gouvernance, et on se retrouve aujourd'hui en deçà de ce qu'on espère, en tout cas que le président Paul Biya espère servir aux populations camerounaises. Et pour cette raison-là, je pense que ce septennat, baptisé septennat des grandes réalisations, va être des grandes opportunités, va être l'opportunité pour nous qui avons la charge de conduire le Cameroun de passer à une vitesse supérieure. Et c'est de cet espoir que moi je vis. Je suis une maman, je vais au marché pour acheter des vivres, je vais également pendant ces fêtes de Noël, depuis que je suis rentrée là, dernièrement de Yaoundé, je vois comment les yeux des enfants brillent d'espoir qu'ils vont avoir un cadeau, qu'ils vont bien manger. Parce que Noël, évidemment, c'est la fête de la nativité. Elle nous interpelle d'abord sur le plan spirituel. Et nous, les parents, nous devons, à l'occasion de la Noël, servir à nos enfants un environnement spirituel qui les aide à grandir. Mais en même temps, c'est une fête. Et on a besoin de tous ces artifices qui accompagnent la fête. Donc, je me mets à la place de ceux qui en ont moins que moi et qui sont confrontés à ces situations. Je pense que la solidarité doit agir. En attendant qu'on corrige de manière fondamentale ces inégalités, Noël, c'est dans quelques jours. Moi, j'inviterai aux familles d'ouvrir leurs portes, d'accueillir des familles qui sont voisines et qui n'ont peut-être pas les moyens de faire la fête. Ça, pour les enfants, c'est important. Du côté du nord-ouest et du sud-ouest, c'est un peu plus compliqué. C'est vrai, parce que c'est quand même l'insécurité. Les parents sont non seulement démunis, mais les gens ont peur de faire semblant de festoyer. Donc là également, je dirais, il faut qu'on joue la solidarité. C'est un moment important pour nous tous de prouver que nous sommes un Cameroun solidaire et que nous pouvons tendre la main. Je sens Anissa qui veut me dire que Marlise, tu penses que ta générosité de ce Noël, cette journée-là va suffire? Évidemment que non. Évidemment que non. Il va falloir, comme je l'ai dit, passer à une vitesse supérieure pour corriger le maximum de choses qui sont perçues comme insatisfaisantes
par l'ensemble de la population du Cameroun. Président Ikané, c'est ce que vous vouliez dire? Non, je suis sidéré par le rêve en couleur que Marie fait, les yeux ouverts. Le bon, le beau et le grand Cameroun. C'est du rêve. On peut rêver. Les choix fondamentaux politiques de ce régime ne permettent pas qu'on rêve. Hein? Bon, ceux qui sont chrétiens, etc., vont ouvrir leur maison. Mais est-ce que la plupart des Camerounais ont déjà la possibilité, leur maison fermée, de manger à leur faim? Moi, je pense qu'il faut interpeller le chef de l'État. Bon, comparaison n'est pas raison, mais le mouvement des gilets jaunes en France est parti d'une taxe, des taxes sur l'essence, pour poser le problème fondamental des fractures, des fossés sociaux qui minent la société française. Je crois qu'il faut interpeller le chef de l'État. Le nouveau budget est discriminatoire. Il enfonce ceux qui n'ont pas d'argent encore plus dans le fossé. Les grandes entreprises étrangères ne paient pas beaucoup d'impôts ici. Hein. Bon, je ne vais pas les citer, mais les sociétés de télécommunications font des profits énormes. En fait, à la fin de fin d'année, ceux qui font ces organismes des tombolas, des midi, mille, cadeaux, etc., ça ne fait pas bouillir les marmites des pauvres gens. Hein, il veut d'abord manger avant de téléphoner, avant de faire des SMS, de WhatsApp. Je crois qu'il faut interpeller le chef de l'État qui fasse quelque chose. Surtout après le débat de la CAN, il est mis à voler. Il faut qu'on trouve de l'argent aussi pour permettre à ceux qui veulent passer de belles fêtes d'année de les passer, pas en leur demandant de rêver. Ok. Thierry Mopé, on va parler un peu de l'Africa Foot. Le président élu, Seydou Mbombo Diop, a dit qu'il veut réconcilier la grande famille du football camerounais. Mais il y a quand même des faits qui sautaient aux yeux aujourd'hui au Palais des Sports. L'absence du ministre des Sports. On sort quand même de plusieurs années de turbulence à l'Africa Foot. Je crois qu'avec l'arrivée de Seydou Mbombo Diop, c'est un événement qui devrait pas passer comme ça. En réalité, vous m'obligez à parler de ce que je ne voulais pas parler. L'absence du ministre Ismaël Pierre Bidoumpact, qui est le ministre des Sports et de l'Éducation physique, dans l'une des personnes concernées par cet événement, renvoie simplement à ce que je soulignais tout à l'heure. Il y a des attentes. Tout le monde, je vous rappelle que si vous faites un tour du côté de Yaoundé, pour ceux qui y sortent, notamment l'honorable Marlise de la Belle qui m'a dit tout à l'heure, que je l'ai jamais cité, vous comprendrez que la vie s'est quelque peu arrêtée de ce côté. Les administrations ne tournent plus simplement parce que dans ces bureaux, on attend qui d'être nommé, qui d'être déchu. Au niveau des ministères, c'est chaque ministre qui vit dans l'expectative. On ne sait pas. Chaque journal de 17h du Poste national et même de 20h, parce qu'on a vu parfois le chef de l'État le faire, est écouté avec beaucoup d'attention. Toute annonce, fût-elle petite, captive l'attention parce qu'on ne sait pas d'où viendra le vent. La vie s'est quelque peu arrêtée. Et justement, cela ne m'étonnerait pas que le ministre des Sports et de l'Éducation physique, qui a été fortement impliqué dans les chantiers de la CAN, rappelez-vous qu'à plusieurs reprises sur des plateaux de télévision, il disait à Dia qui voulait l'entendre que le chef de l'État a dit que le Cameroun sera prêt le jour dit. Et la parole du chef de l'État est sacrée et personne ne peut aller à l'encontre de cela, donc le Cameroun sera prêt. Et maintenant que le Cameroun n'a pas été prêt et que la CAN a été retirée au Cameroun, il est clair qu'il se sent très mal. Et il est clair qu'il se sent, et c'est d'ailleurs pour cette raison que dans ses sorties, il allait jusqu'à accuser certaines entreprises, notamment les entreprises marocaines, d'avoir torpillé les chantiers de la CAN pourquoi pas pour que le Maroc abrite cette compétition continentale. Je dis, c'est ahurissant quand même. C'est la raison pour laquelle je crois qu'on peut comprendre l'absence du ministre qui, je suis convaincu, n'est pas dans tous ses états, qui, je suis convaincu, vit très mal ces fêtes de fin d'année. On a beau avoir un trésor de guerre, on a beau avoir des bourses remplies de pièces d'or, mais on ne peut pas toujours vivre heureux quand on travaille mal. Et c'est justement la conséquence de ce que nous vivons au Cameroun ces derniers temps. Albert Natola ici.
Oui, écoutez, mandatant le gouvernement, c'est ça pour... non, écoutez, je vais peut-être essayer de partager un peu le point de vue de Thierry, mais je vais également ajouter quand même que cette affaire d'élection à la fédération de foot, à la fédération camerounaise de football, c'est un gros scandale. C'est une grosse mascarade électorale. Peut-être parce que le ministre Boudoumpa en est conscient, qu'il n'a pas voulu donner sa caution politique en assistant à la passation, n'est-ce pas, des services entre le président du comité de nomination. Il y a eu élection, mais dans quelles conditions? Vous ne pouvez pas me parler d'une élection où vous avez la ligue, c'est-à-dire les acteurs de la ligue professionnelle de football qui sont absents. Vous ne pouvez pas me parler d'une élection là où vous avez, n'est-ce pas, les ligues spécialisées qui sont absents, entre autres acteurs majeurs. Donc je pense que de ce point de vue, et puis il y a eu des problèmes de commission, de corruption des électeurs. Ça faut le dire. J'ai eu à le dire sur ce plateau. Vous avez voulu me taper sur les doigts, mais je pense qu'aujourd'hui, nous sommes partis à une élection. Pendant que nous sommes en train d'aller à une élection au niveau de l'Africa Foot, vous avez d'autres acteurs qui sont en train de préparer le contentieux, notamment au niveau du TAS. Ça veut donc dire qu'il n'est pas exclu qu'on rentre à la normalisation. Et je crois que j'apprécie l'angélisme de M. Seydou Bombo Ndoya. J'apprécie également, mais autant j'apprécie son angélisme, mais autant je conteste son hypocrisie. Parce que nous ne devons pas continuer à vivre de manière permanente dans l'hypocrisie. Il faut arrêter l'hypocrisie. Il n'y a pas eu élection. Il n'y a pas eu élection. Vous ne pouvez pas me parler d'une élection normale, objective, impartiale. Lorsque vous avez des acteurs majeurs qui sont ensemble, vous avez l'arbitre. Non, écoutez, lorsque vous avez un acteur, c'est celui qui est l'arbitre, qui a choisi son équipe, ses joueurs, son score. Je pense que là, il faut annuler cette élection. Donc je pense que tel que c'est parti, je ne serais pas surpris que l'année prochaine, qu'on n'ait plus de FECA Foot, mais un autre comité. C'est discutable. Hein? Oui, honorable Doualavel, vous sortez de Yaoundé, c'est vraiment, tout le monde est dans l'expectative de ce côté-là. Alors, nous n'avons pas... Et les membres du gouvernement. Je ne les côtoie pas. Je les vois à l'Assemblée nationale. Oui, je les vois à l'Assemblée nationale. Je les ai vus quand nous avons parlé du budget de la loi de finances. Donc je ne peux pas répondre à cela. Je voulais juste, parce que c'est une note triste et c'est crise annoncée avant le temps. Oui, la bombe qui se prépare, etc. Je pense que il vaut mieux regarder la chose différemment en se disant, quand on voyage en Afrique, quand on a la chance de voyager en Afrique, je vous jure qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons prendre chez les autres. Mais il y a aussi de nombreuses avancées que les autres peuvent prendre chez nous. Donc notre pays a certes des retards ou alors des insuffisances, mais je n'ai pas le sentiment que nous sommes complètement, j'allais dire, en train de préparer une bombe sociale. Non. Et je pense qu'il ne faut pas le faire. Nous avons des difficultés dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le bon langage actuellement n'est pas le langage qui perturbe ou alors qui excite les populations. Le bon langage, c'est celui qui dit aux populations, c'est vrai qu'il y a des acteurs principaux, c'est-à-dire ceux qui pilotent l'avion Cameroun. Il y a le Parlement qui est un peu comme les aiguilleurs du ciel, qui doit dire aux pilotes que, attention, là où nous sommes en train d'aller, il y a une tornade qui se prépare, etc. Mais il y a la population camerounaise qui elle-même est aussi actrice. Et voir les choses de manière positive, c'est important pour le mental de tout le monde et même pour les actions qui vont arriver. Mais voir les choses négativement, évidemment, on ne sera pas surpris si on va... Honorable, c'est des faits, il s'agit des faits. C'est des faits. Oh, mais les faits, vous savez, c'est l'histoire du verre à moitié les faits sont là. À moitié, ça dépend de l'endroit où on se trouve. Ça dépend de l'endroit. Non, pas du tout. Non, ceux qui voient les choses positives, ça dépend où ils se trouvent. Non, vous ne direz pas ces gens autour que ça va très mal dans le sud-ouest ou dans le nord-ouest, vous ne le direz pas. Très bien, vous direz très bien. Que les Camerounais ont de plus en plus de difficultés à... Non, je suis en train de dire que ceux qui disent que les choses vont bien, ça dépend de où ils se trouvent. Même au sein du RDPC, je vous rappelle,
on a la chance parfois d'avoir des amis au sein de cette formation politique. Lucide. En off, ils vous disent des choses qui ne peuvent pas. Je suis convaincu. Il y en a, ils sont un discours qui se tient sur les plateaux de télévision. Il y a un discours qui se tient au-delà et hors des plateaux de télévision. Et je vous rappelle que ce qui se tient parfois hors des plateaux de télévision est parfois redit d'une autre manière, sans pour autant citer les véritables sources par les historiens du présent que nous sommes. Et je vous rappelle que même au sein du RDPC, ils savent que ça va très mal. Okay. En tout cas, j'ai pas ce sentiment. Ce que Maryse a dit là me gêne parce que le grand Cameroun dont rêvaient les pères fondateurs de ce pays, il pouvait pas être comparé à ce qu'on voit au pays dont elle fait allusion, auquel il fait allusion aujourd'hui. Le grand Cameroun des années il y a 25-30 ans, je prends l'exemple du football, donnait 9 buts au Gabon. Le grand Cameroun, quand nous faisions nos études, il suffisait d'être étudiant camerounais, on était adulé. La grande union nationale des étudiants du Cameroun en Europe était le fer de lance de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Mais aujourd'hui, quand on arrive à une comparaison avec des pays qui, en ce moment-là, regardez le Cameroun, comment on regarde la Lune, moi ça me gêne. Je pense que il faut voir le Cameroun en dehors de ce qu'il y a tout autour. Nous sommes de fait, par notre histoire, je rappelle quand même que dans l'Afrique subsaharienne, on a été le seul pays qui a pris des armes pour obtenir son indépendance. L'Afrique subsaharienne, on était une référence. Et on doit chercher toujours à être une référence, pas à rester dans le confinement de la comparaison avec les autres pays. Bon, je suis désolé pour eux, mais le grand Cameroun dont on rêvait les pères fondateurs de ce pays, il mérite plus que ça. Ok, voilà. Vraiment beaucoup plus que ça. Merci honorable d'être venu. Merci de m'avoir convié et j'espère que vos nombreux téléspectateurs ne se sont pas ennuyés en nous écoutant. Oui, justement. Voilà, merci Thierry Nyopin, merci Albert Anatole. C'est moi qui vous remercie, ces gens-là. Voilà, merci Président Kané, une fois de plus, d'avoir accepté. Oui. J'aurais seulement dit juste un mot en quelques secondes, que les jeunes Camerounais doivent comprendre que la jeunesse camerounaise ne doit plus être le fer de lance de la nation, parce que quand le chasseur va à la chasse, il utilise le fer pour tuer la proie, mais quand il rentre chez lui pour la déguster, le fer de lance n'est plus là, il la déguste seul. La jeunesse camerounaise doit prendre ses responsabilités pour être la grâce de la nation. Et c'est pour ça qu'elle est le fer de la nation. Ok, merci. Merci, cher monsieur, d'être venu. Madame, monsieur, c'est ici que prend fin Equinoxe Soir, la deuxième édition de la semaine. Rediffusion 23h GMT. Il sera minuit au centre équestre Bonam Kano. Bon appétit.